Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. Et en compagnie de Marc-André, on va faire un retour sur la belle victoire des Alouettes à Calgary contre les Stampeders. On va faire un tour des actualités du côté de la NFL. Oui, il y a beaucoup de choses à discuter, étant donné que les camps d'entraînement des 32 équipes de la NFL sont commencés. Et on va terminer l'épisode en beauté avec la chronique Fantasy Football de Marc-André, où il va nous parler des joueurs qui, selon lui, vont rebondir après avoir connu une saison 2024 un peu plus difficile. Alors, Guillaume, par la musique. Cinq victoires et 2 défaites, Marc-André. C'est l'affiche des Alouettes à la suite de leur victoire à Calgary. Une très belle victoire d'équipe. Ça se passait jeudi soir au McMahon Stadium. Exactement. Puis on va commencer, Didier, avec le quart Michael Bettel-Thompson qui a enfin remporté un premier match avec les Alouettes. Didier, comment tu as trouvé sa performance contre les Stampeders? Ben écoute, je crois que ça a été de loin sa meilleure performance à titre de carrière par terre des Alouettes, pas juste en raison du résultat, mais il a joué avec aplomb. Mis à part l'interception dont il a été victime, selon moi, c'était un peu une crampe au cerveau. Il aurait pu se débarrasser simplement du ballon, mais il a éliminé les erreurs non provoquées. Marc-André, on en avait parlé la semaine dernière. Ça avait d'ailleurs été un point d'emphase de la part de Jason Maas lorsqu'on lui avait demandé à quoi il s'attendait de la part de Bettel-Thompson. Il avait dit, tout d'abord, je veux le voir éviter les mauvaises décisions. Au cours de la rencontre, il y en a peut-être eu 2-3, dont l'interception. Il y a une autre passe dans le flanc en direction de Travis Tice, mais dans l'ensemble, Bettel-Thompson a vraiment connu un match solide pour les Alouettes, puis il était soulagé. Lorsque je l'ai interviewé après la rencontre, il était soulagé, puis je lui ai même demandé avant qu'on commence l'entrevue s'il était soulagé, puis il m'a dit « Ah oui, t'as pas idée ». Il s'en est pas caché, il était très heureux, puis il m'a dit qu'il allait célébrer cette victoire lors du vol de retour à Montréal. Alors, félicitations à Michael Bettel-Thompson pour avoir décroché sa première victoire dans l'uniforme des Alouettes. Il y avait de la pression sur ses épaules, Marc-André, parce que, comme tu sais, on en a parlé en long et en large, ça avait mal été pour lui lors de ses 2 premiers départs, mais on avait tout de même vu une progression de son deuxième comparativement à son premier départ. Puis là, ça a encore une fois été le cas. Nette progression de la part de Bettel-Thompson comparativement à la dernière fois lorsqu'on l'avait vu contre les Lions de la Colombie-Britannique. Alors ça, c'est encourageant, surtout qu'on ne sait pas pendant combien de temps Davis Alexander sera absent. Il a été placé sur la liste des blessés de 6 semaines. Peut-être qu'on va le retirer avant, peut-être que non. Mais ça, c'est encourageant pour toute l'organisation des Alouettes, je crois, la performance de Bettel-Thompson à Calgary. On dirait que c'est un peu, je m'en ai dit, sa marque de commerce. Je pense que, mais quand on parle de marque de commerce, ça veut dire que c'est bon, mais on dirait que c'est comme vraiment 2, 3 jeux isolés dans un match pour Bettel-Thompson qui font défaut, ces jeux-là. Je me souviens d'une défaite, je pense que c'était contre les Lions. Il y a eu des interceptions, des échappées. C'est vraiment un ou deux jeux qui ont vraiment tout changé. Puis là, chapeau à lui, il a réussi vraiment, après l'interception, à revenir en force là, puis à guider les Alouettes à la victoire. Donc, moi, j'ai vraiment été impressionné aussi par Bettel-Thompson. Il a disputé assurément son meilleur match avec les Alouettes. Oui, définitivement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été une victoire d'équipe, parce que, écoute, ça a été un match serré. Puis même au début du troisième quart, lorsque les Stampeders sont arrivés au début de la deuxième demi, ils ont mis sur pied une séquence qui s'est terminée avec un touché, si je me souviens bien. Là, je me disais, là, ça augure mal pour les Alouettes. Mais écoute, les Alouettes ont vraiment fait preuve de caractère lors de cette rencontre-là. Puis une chose, je ne sais pas si ça paraissait à la télé, peut-être que tu peux me le dire, tu as regardé le match à la télévision. Sur place, des lignes de côté, ça a vraiment été un match robuste. J'en parlais avec Pierre Vercheval après la rencontre. Ça cognait. Et puis, c'est un match qui était propre quand même, là, sans trop de pénalités, mais c'était intense, c'était extrêmement robuste. Je ne sais pas si ça paraît à la télé, mais c'est vraiment toute une bataille que les deux équipes se sont livrées. Absolument. Dedrick Mills, il frappe fort, Didier, le porteur de ballon des Stampeders de Calgary. C'est épouvantable. Sur son premier touché ou son deuxième touché, son premier touché, je pense, lorsqu'il rentre dans... C'était quoi? C'était dans Lorenzo Burns, ma mémoire est motte. C'est épouvantable. Oui, je me souviens d'une course... Oui, je me souviens d'une course plus tôt. Écoute, contre Darnell Sankey, habituellement Sankey, que lorsqu'il frappe un porteur de ballon, ça s'arrête là. Mais là, Mills a été en mesure de le reculer avant que Sankey l'amène au sol. Non, il était impressionnant, définitivement.
faut parler du héros du match avant de poursuivre avec l'attaque. Faut parler de José Maltos Diaz maintenant qui a réussi un placement de 58 verges. Moi, j'ai été surpris de savoir que c'était un record dans l'histoire des Alouettes. Il n'y a jamais un batteur Moi des Alouettes aussi. qui a réussi un placement de 60 verges. Donc, écoute, chapeau à lui. Je le trouve vraiment excellent, José Maltos. Ouais, ben, qu'est-ce qui m'a encore plus surpris, Marc-André, c'est que le record d'équipe était juste, entre guillemets, de 54 verges. Je me disais peut-être que c'est déjà arrivé un botté de 57, 58 verges dans toute l'histoire des Alouettes, mais jamais. Mais non, écoute, Maltos Diaz, il faut l'appeler Maltos Diaz. Il a ajouté le Diaz Pourquoi, sur son sais-tu? Parce qu'il chandail s'est pour la marié? rencontre. Ben, c'est que ça a toujours été ça, OK. son nom de famille. Puis là, bon, il l'a finalement fait ajouter. Mais oui, écoute, là, botté de 58 verges sous pression, là. Puis 58 verges, écoute, ça aurait été bon sur 62, fort probablement. Il y avait beaucoup de jambes là-dessus. Je crois pas que sa jambe était aussi puissante. Je pense pas d'avoir déjà vu réussir à botter aussi long, même lors des entraînements. Ben, écoute, là, je vois pas tous les entraînements, mais quand n'empêche, d'avoir réussi ce botté-là, Marc-André, sous pression, à la fin du quatrième quart, vraiment, là, toute une performance de la part de Maltos Diaz, là, vraiment. Et puis, on va souligner également le travail du spécialiste des longues remises, Louis-Philippe Bourassa. On n'en parle jamais, mais tu sais, la remise se doit d'être bonne. Joseph Zema, le teneur. Mais oui, on voit la réaction là, à l'écran de Jason Maas. Écoute, ça a été vraiment tout un beauté de la part de Maltos Diaz. C'est surtout sa régularité à Maltos qui m'impressionne. Puis c'est vraiment ça qu'on recherche chez un botteur quand on y pense. Hein. C'est vraiment, est-ce qu'on peut te faire confiance dans les moments critiques et souvent. Puis je pense que depuis le début de sa carrière, il n'en rate pas souvent des bottées aux Maltos. Je me souviens qu'à ses débuts, c'était quand même, on se demandait, c'était un peu chaotique, je pense, ces deux, trois premiers matchs. Mais depuis, vraiment, il joue avec confiance. Puis c'est un excellent botteur que les Alouettes ont entre les mains. Là. Non, il est très constant là, depuis là qu'il est devenu le batteur des Alouettes l'année dernière à la suite de la blessure à David Côté. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut lui reprocher là, réellement. Là. Il a été très constant. Alors, on va lui souhaiter que ça va se poursuivre. Si on vient avec l'attaque, ça a été le match de Tyler Snead au niveau des receveurs de passe des Alouettes. Tyler Snead a terminé le match avec 7 réceptions et 103 verges, donc une longue passe qui était de Caleb Evans. Si ma mémoire est bonne, la Oui, seule passe de quarantaine Caleb de Evans dans le verges. match. Exactement. Mais Tyler Snead, ce qu'on peut remarquer chez les Alouettes, c'est qu'on a vraiment un groupe de receveurs. On a beaucoup de profondeur à cette position-là. Puis c'est vraiment, on a un receveur qui se démarque, différent, qui se démarque à chaque match. Puis ça, c'est intéressant là, du côté de Jason Maas. À la suite de la blessure de Tyson Philpott, il fallait qu'un receveur se lève. Moi, j'avais hâte de voir ça allait être qui. Là. Je me disais, okay, est-ce que ça va être Charleston Rambo qui est toujours à la recherche de son premier touché de la saison? Mais finalement, ça a été Tyler Snead. Comme tu l'as dit, il a vraiment connu un fort match pour les Alouettes. Austin Mack aussi, il a connu un bon match. Puis j'ai hâte de voir ça. Là, on enregistre le podcast lundi matin. Le premier entraînement de la semaine des Alouettes va avoir lieu mardi. Mac a subi une blessure à une cheville. On a dû appliquer du ruban adhésif sur sa cheville. Il est retourné dans le match. Mais ça va être quelque chose à surveiller parce qu'il a un historique là, de blessures aux chevilles, Austin Mack. Mais écoute, Snead et Mack, vraiment, ils ont sonné la charge à la position de receveur des Alouettes en l'absence de Tyson Philpott. C'est ce qu'il fallait faire. Moi, j'ai vraiment été impressionné par cette victoire-là, Marc-André, des Alouettes. Sans Philpott, le fait que justement ces deux receveurs-là, ils ont connu de forts matchs, la performance de Bethel Thompson. Hey, les Stampeders étaient l'équipe de l'heure dans la Ligue canadienne. Là. OK, ils avaient vaincu les Blue Bombers, les Rough Riders et les Bombers encore une fois. OK, ils jouaient très bien. Puis là, les Alouettes sont allés à Calgary avec leur carrière réserviste, sans leur receveur numéro 1, puis ils ont été en mesure de l'emporter. Faut donner crédit aux hommes de Jason Maas, vraiment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient que Montréal allait être en mesure de remporter ce match. Du côté des Stampeders, on a subi vraiment deux blessures vraiment importantes. Tu as commencé, on a eu tu as voulu hyper là, le Québécois, le Montréalais Damien Alford, le tout premier choix du dernier repêchage. Tout au courant de la semaine, puis ça a duré quoi? Ça a duré sur la première séquence en attaque des Stampeders, il s'est blessé malheureusement. Ça me semble être une blessure au ischio-jambier, ou à la cuisse du moins. C'est un peu triste là, dans le cas de Damien Alford. Ouais, c'est vraiment dommage. Je lui ai parlé après la rencontre. Je l'ai croisé sur le terrain. Je m'en allais quitter le terrain. Puis là, je l'ai croisé. Puis on s'est mis à parler.
Puis, écoute, là, à un certain moment donné, il avait presque les larmes aux yeux. Là. Ce match-là était important pour lui, Marc-André. Je l'ai interviewé dans le cadre de l'émission d'avant-match. Puis, il disait à quel point pour lui, c'était spécial d'affronter les Alouettes. Il a grandi comme étant un partisan des Alouettes. Tu le sais, on l'a eu comme invité au podcast lors des dernières années. Donc, ses parents et amis regardaient le match. Ce match-là était très important pour lui. Puis là, comme tu l'as dit, dès le début de la rencontre, il subit une blessure aux ischio-jambiers, malheureusement pour lui. Écoute, il faisait sensation à travers la Ligue canadienne de football. Là, le tout premier choix du dernier repêchage. Il avait inscrit 5 touchés depuis le début de la saison. Belle chimie avec Vernon Adams. Puis malheureusement, le Montréalais s'est blessé dès le début de la rencontre. Mais la saison est très longue. On est toujours juste au mois de juillet. Donc j'espère pour lui qu'il sera en mesure de revenir au jeu à 100%. Pas qu'il revienne au jeu trop rapidement, puis là, qui se reblesse à ses ischio-jambiers. Alors, on va souhaiter une rapide convalescence à Damon Alford, qui est vraiment un chic type. C'est la première fois que je le rencontrais en personne, en plus, Marc-André. Tu sais, toutes les fois que je l'ai interviewé dans le podcast, je ne l'avais jamais vu en personne. Puis j'avais hâte de voir est-ce qu'il mesure réellement 6 pieds 6 pouces. Parce que tu sais, dans les guides médias des équipes sportives, on ajoute 1 pouce, 2 pouces très souvent. Puis dès qu'il est sorti du SR pour faire l'entrevue, je l'ai vu, il est imposant physiquement. Là, je suis même allé d'une publication, j'ai publié une vidéo lorsque je lui donne la main après l'entrevue. Puis il est clairement plus grand que moi. Moi, je mesure 6 pieds 4, donc je m'utilise toujours afin là, de vraiment mesurer les joueurs. Là. Tu sais, des fois, il y en a, ils disent tu mesures 6 pieds 4, là, soudainement, je les vois en personne, c'est comme, ben non, ils mesurent juste 6 pieds 2, là, tu sais, ils sont plus petits que moi. Damon Alford, c'est bel et bien 6 pieds 6 pouces. Encore une fois, on lui souhaite une convalescence rapide. J'ai hâte de le revoir en action sur le terrain. Évidemment, la blessure qui retient l'attention du côté des Stampeders, c'est celle au quart Vernon Adams. On a vu que PJ Walker, c'était pas facile lorsqu'il est rentré dans la rencontre. On peut même supposer, on peut s'imaginer que peut-être que le résultat aurait été différent. Vernon Adams aurait été toujours dans la partie. Bref, c'est une lourde perte faut le mentionner, pour les Stampeders. Ouais, faut le mentionner, ça, parce que l'attaque des Stampeders, tu sais, t'as regardé la rencontre, elle était plus la même, hein. Sans Vernon Adams, on l'a perdu à un moment critique, un moment crucial de la rencontre, lorsqu'on voulait justement essayer de remporter la victoire à la fin, à la suite du botté de Maltos Diaz. Alors, puis, en plus, je sais pas si tu as vu la reprise, il semblait pas avoir subi un coup à la tête. Oui, il a reçu un coup d'avant-bras de Sankey, je me souviens bien, mais quand même, je me dis, c'est pas ça qui pourrait donner une commotion cérébrale. Puis les Stampeders, eux, ils ont tenu leur premier entraînement dimanche et Vernon Adams était limité en raison de ce coup à la tête qu'il a reçu. Donc, on va voir s'ils sont en mesure de participer à la prochaine rencontre des Stampeders. Bref, les Stamps, eux, ils ont perdu leur carrière partant. Leur jeune receveur vedette. On va voir s'ils vont pouvoir retrouver le chemin de la victoire, surtout si Vernon Adams n'est pas en mesure de jouer, parce que c'est pas facile de gagner des matchs avec la carrière réserviste, mais comme tu le sais, toutes les équipes de la Ligue canadienne au cours de la saison vont avoir recours à leur carrière réserviste. C'est comme ça à toutes les saisons. Je salue Renaud Bourbonnais qui a écrit après le match justement qu'on se demandait du côté des Stamps pourquoi on n'a pas utilisé Dedrick Mills quand on voyait que PJ Walker c'était pas facile. Mills a quand même eu un fort match, là, une moyenne de 5,6 verges par course lorsqu'on était tout près de la zone début ou bref, qu'on avançait vers la zone début. Ça aussi, là, on a comme abandonné le jeu au sol du côté des Stamps. On n'aurait peut-être pas dû parce que moi, PJ Walker, j'ai toujours trouvé quand même cool là, dans la NFL, puis ensuite dans la XFL, bref, il s'est promené. Mais visiblement, là, je sais pas s'il venait juste d'arriver. Tu sais, t'étais excité, hein? T'étais excité quand il a embarqué dans le match. Tu m'as texté. Tu m'as texté. PJ Walker. Non, mais en plus, je savais même pas qu'il était là, en fait. Je pensais pas qu'il était dans la Ligue canadienne. J'étais comme surpris de le voir, mais non, mais il me semble que c'est un gars qui a quand même eu, je dis pas du succès, là, mais il a quand même été pas si pire dans la NFL. Hein. Bref, exactement aux États-Unis. Puis là, vraiment, il avait vraiment l'air d'une recrue lorsqu'il a embarqué dans le match. Ben tu sais quoi, Marc-André? Les carrières qui arrivent dans la Ligue canadienne à un certain âge, un âge avancé, généralement, ils ne sont pas capables de faire la transition au football canadien. Il y a un long historique de ça, là. Même si c'est des carrières qui ont connu du succès dans d'autres ligues, mais le football canadien à 3 essais avec 12 joueurs sur le terrain, c'est très différent, là, la position de carrière. Puis pour ces carrières-là, qui ont beaucoup d'expérience du côté de la NFL, du côté de la XFL ou d'autres ligues à 4 essais,
quand ils arrivent ici à la fin de la vingtaine, au début de la trentaine, généralement, ça ne fonctionne pas. Là. Ils ne sont pas capables de faire la transition. Ça va être quelque chose à suivre du côté des Stampeders. Si jamais Vernon Adams n'est pas en mesure de jouer, est-ce que ça sera bel et bien P.J. Walker? Mais je crois pas là, qu'il va connaître du succès. Puis là, c'est pas facile. Là, il se fait envoyer dans la mêlée contre une des bonnes défenses de la Ligue canadienne, celle des Alouettes, en fin de match. On doit jouer du football de rattrapage. Bon, tu me disais qu'il y a des gens qui se plaignaient qu'on n'utilisait pas Mills, mais là, on tirait de derrière. Puis le temps est un facteur, donc on se devait de passer le ballon du côté des Stamps. Alors pour Walker, ça n'a vraiment pas été une situation facile. Je ne vais pas être trop sévère à son endroit, parce que vraiment, là, c'est pas évident là, de se faire envoyer dans la mêlée comme ça, tard au quatrième quart, et d'essayer de mener l'équipe à la victoire. Mais en tout cas, les Stampeders, j'ai hâte de voir ça. Là. Sans Adams, sans Alford, est-ce qu'ils vont continuer de connaître du succès? J'en doute. Prochain match des Alouettes, Didier, c'est samedi le 2 août, alors que les Rough Riders de la Saskatchewan vont être en ville à Montréal pour affronter les Alouettes. Les Rough Riders qui ont une fiche de 6-1, probablement la meilleure formation de la Ligue canadienne, à mon avis, en ce moment. Donc, vont être en visite à Montréal. Qu'est-ce que tu as surveillé dans ce match-là? Ouais, la seule équipe de la Ligue qui a seulement une défaite à 6-1. Puis là, après ça, tu as les Alouettes à 5-2. Et les Tiger Cats de Hamilton qui ont encore une fois gagné cette semaine. Écoute, moi j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir la ligne attaque des Rough Riders face au front de la défense des Alouettes. Parce que Trevor Harris, il est rendu à un stade de sa carrière où il est une statue. Il n'a jamais été un carrière reconnu comme étant un quart mobile. Mais là, tu sais, rendu à cette statistique à carrière, là, des fois quand il doit courir là, pour essayer de sauver sa peau, ouf, on dirait qu'il court dans du sable. Ok, j'avais décrit un match en compagnie de Bruno Eppel, le Rough Riders Stampeders. Les Stampeders l'avaient tabassé, puis tu vois, il n'était pas capable de s'enlever du chemin. Alors, la guerre des tranchées va être à surveiller, il n'y a aucun doute là-dessus. La pression que Noel Thor va tenter de générer contre Trevor Harris, parce que Trevor Harris, il a toujours eu cette réputation-là, hein, sans mesure de le frapper, de le tabasser tôt dans la rencontre. Généralement, il connaît des matchs difficiles. Alors, je suis certain que du côté des Alouettes, on va essayer de faire ça. Puis encore une fois, McLeod Bethel-Thompson, est-ce qu'il pourra nous donner 2 bons départs de suite? Est-ce qu'il va continuer son amélioration dont on a parlé tout à l'heure? À chaque départ, il a été en mesure de mieux jouer. Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce qu'on va continuer d'utiliser le jeu au sol du côté des Alouettes, comme on l'a fait à Calgary? On n'a pas tout mis sur les épaules de Bethel-Thompson. Alors, ça, ce sont les choses que je vais surveiller. Et est-ce que Tyson Philpott sera de retour à l'entraînement mardi, lors du premier entraînement de la semaine des Alouettes? Il a déjà raté 2 matchs. Alors, ça va être à surveiller. J'ai hâte de voir comment aussi la défense des Alouettes, Didier, va se comporter. Là, on a quand même un groupe de receveurs impressionnant, je trouve, avec les Rough Riders, avec Keyshawn Johnson, avec Dante Myers, avec Samuel Emilus. Samuel Emilus, le Montréalais, oui. Exactement. Donc, j'ai hâte de voir parce qu'on a quand même, en début de match contre les Stampeders, les Stampeders avançaient. Là. Les Alouettes, c'était pas parfait non plus en défense contre les Stampeders. Là, comme je le dis, on a un groupe de receveurs quand même imposant, c'est mon avis. J'ai hâte de voir comment que la défense des Alouettes va sortir lors de ce match. Oui, non, t'as raison. C'est pour ça que je disais la guerre des tranchées va être à surveiller. Parce que si on est en mesure de générer de la pression contre Trevor Harris, bon, c'est sûr qu'on devrait connaître du succès, mais tu fais bien de mentionner ça. Parce que Pierre Vercheval en a parlé, ça fait quelques semaines que Pierre le mentionne durant ses analyses des matchs des Alouettes. Les attaques adverses se débarrassent rapidement du ballon. On envoie le ballon, les passes dans les flancs. Ça fait en sorte que la pression n'a pas le temps de se rendre aux carrières adverses. Toutes les équipes font ça contre les Alouettes. Les Stampeders l'ont fait aussi. Ils ont connu du succès. Alors ça va être à surveiller, bien sûr, du côté de la défense montréalaise. Donc, je le rappelle, samedi le 2 août, les Rough Riders de la Saskatchewan vont affronter les Alouettes de Montréal au stade Percival Molson. C'est à 19h la rencontre, Didier. Et j'ai bien hâte de voir ce match-là. Ça va être intéressant. Potentiellement la meilleure équipe de l'Est contre la meilleure équipe de l'Ouest. Ça va être un match intéressant. Ouais, ben écoute, les Alouettes sont leur carrière partant quand même. Ça, il faut le souligner. Ouais. Mais quand même, là, écoute, ils viennent de battre les Stampeders à Calgary. Alors, tout est possible. En plus, à Montréal, avec la foule, la température, j'imagine, ça va être chaud et humide encore une fois, si c'est le cas pour les Riders qui arrivent de l'Ouest. Les équipes de l'Ouest, ça les dérange tout le temps, là, parce que oui, il fait chaud naturellement l'été dans l'Ouest canadien, mais c'est du temps sec. Là. Lorsqu'on était à Calgary, il faisait beau et chaud, mais
ça n'a rien à voir avec la chaleur à Montréal, la chaleur accablante, avec toute l'humidité. Tu te mets à transpirer du moment que tu sors de chez toi. Donc, c'est différent, là. C'est encore un peu plus difficile pour jouer un match de football là, avec cette température-là. Pour la deuxième semaine de suite, les Alouettes vont affronter l'un de leurs anciens corps, Vernon Adams, la semaine dernière, et maintenant Trevor Harris. En fait, il y en a Ouais. beaucoup quand même, là, avec Cody Fajardo aussi. Quand on C'est y ça. pense. Edmonton vient à Montréal la semaine suivante. Donc, ça va être 3 semaines Ça de va être suite. probablement On 3. va affronter les 3 anciens quarts, oui. Ouais, parce que Fajardo Exactement. est rendu partant à Edmonton. Hein. Exactement. Il a connu quand même, d'ailleurs un fort match. Ils ont essayé de revenir de l'arrière. Là. Il y a quand même des bonnes statistiques. Là. Fajardo, il a quelque chose comme 340 Ouais, verges. c'est plus de 300 verges. Ouais. Ouais, exactement. Donc, c'est de bonne augure. Bref, mais ouais, Trevor Harris va affronter son ancienne équipe, les Alouettes, Didier. Ça conclut ce bloc Alouette-là, Didier. Puis avant de poursuivre, j'aimerais inviter les gens à s'abonner sur nos différentes plateformes, notamment sur YouTube, sur Didier Horméjus sur YouTube. Écoute, on a franchi le cap des 700 abonnés, ça va très bien. Les gens sont au rendez-vous. Les gens nous écrivent également. Je vois qu'il y a quelque chose, qu'il y a un engouement. On voit aussi que la saison de la NFL, ça l'aide, là, ça s'en vient à grands pas également. S'abonner également sur Facebook, sur Instagram, le Sac du Corps. Également nous laisser des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, là, nous laisser des reviews, ou disons comment qu'on peut dire, là, Des revues, des commentaires. des Bref, étoiles, revues, des 5 étoiles, commentaires. des étoiles, ouais. bref. J'essaie de parler en français. Le mot ne me vient pas, mais bref, vous savez ce que je veux dire. Donc, on invite les gens vraiment à commenter, à nous écrire. C'est vraiment le fun de vous lire également. Moi, je le fais quand même assez régulièrement. Ça nous permet, ça nous donne du carburant pour continuer aussi. Donc, c'est vraiment apprécié de votre part. Oui, puis on va également inviter les gens à s'abonner, à s'inscrire plutôt au pool du podcast Le Sac du Cœur. Je suis allé d'une publication sur la page Facebook. Je vais en faire d'autres également sur la page Facebook, sur mon compte Twitter. Alors, on vous invite à vous inscrire au pool de football de la NFL du podcast Le Sac du Cœur. Donc, une fois que la saison régulière va être commencée à toutes les semaines, vous pouvez sélectionner les équipes que vous croyez qui seront en mesure de remporter leur duel lors de cette semaine. On l'avait fait l'année dernière. On s'était pris tard avant de vous envoyer l'invitation. Là, on vous envoie l'invitation plus tôt. Alors, si ce n'est pas encore fait, on vous invite d'aller sur la page Facebook, sur mon compte Twitter également, mais je vais envoyer le lien à nouveau là, au cours des prochains jours, au cours de la semaine. Également sur la page YouTube, dans la description, dans les commentaires, vous pouvez trouver le lien afin de vous inscrire au pool de football du Sac du Cœur. Voilà pour les plugs, Didier. Actualité NFL maintenant. On va parler de Terry McLaurin, Didier, qui a mis fin à son absence au camp des Commanders. Mais bon, c'est ça, il était présent au camp des Commanders, mais il dit qu'il est blessé. Écoute, je ne suis pas médecin, toi non plus, mais bref. On peut mettre blessé entre guillemets. Blessé, on va faire un clin d'œil. à une cheville, Didier. Mais c'est une bonne chose de voir. On voit qu'il y a un sentiment du côté de Terry McLaurin là, qu'il veut être présent pour les Commanders quand même. Oui, c'est que le marché des receveurs de passes a changé. Hein, durant la saison morte, il y a plusieurs receveurs de passes qui ont signé des grosses prolongations de contrats. Et puis Terry McLaurin, il le mérite. Là. Puis surtout que lui, rendu à son âge, sa dernière opportunité de faire sauter la banque. Écoute, ça fait longtemps qu'il est un membre de l'organisation de Washington. Il a connu les mauvaises années sous Dan Snyder et tout ça. Là, ça serait bien du côté des Commanders qu'on le récompense. Surtout qu'il est tellement populaire. C'est tellement un bon gars. C'est un leader. Il est impliqué dans la communauté. Il représente beaucoup pour l'organisation des Commanders. Même je suis surpris qu'on n'en soit pas encore venu à une entente pour un nouveau contrat du côté de Terry McLaurin. J'ose croire que ça va se régler avant le début de la saison régulière. Il est trop important. Il représente beaucoup trop pour l'organisation de Washington pour ne pas le récompenser avec un nouveau contrat. D'autant plus l'organisation des Commanders, Didier. On a Jaden Daniels sur son contrat de recrue pour encore 2 ans. C'est important. Puis lui soutirer son receveur numéro 1, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc, moi aussi, je suis de ton avis là-dessus. Oui. Là, on devrait tout faire là, pour voir Terry McLaurin. Parce que, on l'a vu l'année dernière là, avec Ja'Marr Chase, avec d'autres receveurs. Lorsque tu manques une portion du camp, des fois, ça peut te prendre peut-être 1 ou 2 matchs avant de te mettre en marche là, en saison régulière. Donc, si les Commanders veulent avoir un bon départ, je pense que Terry McLaurin s'avère un élément clé à avoir sur le terrain assez rapidement.
Matthew Stafford, maintenant, ne s'entraînera pas cette semaine. Il est blessé au dos, selon Sean McVay. Le vétéran de 37 ans ne devrait pas rater le début de la saison régulière, mais à cet âge-là, Didier, c'est quand même inquiétant, non? Il faut garder un œil là-dessus. On n'a pas le choix. Là, tu parles d'une blessure au dos. Bon, on dit qu'il a des raideurs au dos. On veut lui donner un repos. Faut pas oublier que le camp d'entraînement dans la NFL est très long. Là. OK, on est quoi? On est le 28 juillet. La saison va commencer en début de septembre. Il reste du temps pour un vétéran comme Matthew Stafford. Il n'y a pas de chance à apprendre. Mais on va garder un œil là-dessus. Parce que comme tu l'as dit, à 37 ans maintenant, c'est pas la première fois qu'on entend qu'il a des problèmes avec son dos. On va garder un œil là-dessus. McVay dit que pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'alarmer, mais on va continuer de suivre le dossier au cours des prochaines semaines. En tant que propriétaire fantasy de Puka Nacua, Didier, je vais pas mal être moins confiant avec mon Puka Nacua si c'est Jimmy Garoppolo qui lui lance le ballon au lieu de Matthew Stafford quand même. Alors, je souhaite un prompt rétablissement rapide là, à Matthew Stafford. Devante Adams a capoté. Si c'est Jimmy Garoppolo qui lance le ballon. Il va retrouver Garoppolo. Oh mon Dieu. Ben ouais, c'est ça. T'en souviens avec les Raiders? Non. Oui. Ça peut pas arriver. Devante Adams a capoté. Les Bengals ont finalement... Ah, ça c'est cool. Les Bengals ont finalement mis fin ont finalement mis sous contrat leur choix de première ronde chez Shamar Stewart. Vraiment une saga là, qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois. Finalement, chez Shamar Stewart, je l'ai même vu à l'entraînement. Là, il a participé à un premier entraînement ce week-end. Ouais, ils ont trouvé un compromis, les deux parties, mais il était temps, là, parce qu'il a déjà raté les mini-camps. Il a raté, les 6 premiers jours du camp d'entraînement. Puis lui, il a besoin de toutes les répétitions. Souviens-toi, lors du repêchage, on en avait parlé. C'est un joueur qui a des atouts physiques, mais il n'a pas été productif sur le terrain à Texas, à A&M. Il doit développer des techniques afin de presser les carrières adverses. Il a besoin là, de participer aux entraînements. Là, il est sur le terrain. Alors, on va voir. Comme j'avais dit, lorsque les Bengals ont repêché, c'est à eux de le développer. Personnellement, j'ai pas confiance aux Bengals pour rien du tout en 2025. On va voir ce que ça va donner, mais pendant ça, Trey Hendrickson, lui, il est toujours pas présent. Alors, il y a tout le temps quelque chose qui se passe du côté de l'organisation de Cincinnati. Évidemment, ça sera maintenant le cas, on va se transporter sur le cas de Trey Hendrickson. Il faudrait que les Bengals le mettent sous contrat prochainement également. Les Dolphins de Miami ont mis sous contrat. Non, j'ai oublié, le receveur des Titans, Treylon Burks, a subi une fracture de la clavicule. Il va rater vraisemblablement le début de la saison. Treylon Burks, l'étiquette de bust en anglais, là. Je pense que ouais, c'est ça. Hein, il ne livre vraiment pas. Ouais, c'est ça. On avait des attentes envers Treylon Burks parce qu'on a fait de lui un choix de première ronde du côté des Titans. On avait même échangé AJ Brown ce soir-là pour le repêcher. Mais je pense que c'est ça. Je pense que ça en vient une erreur là, du côté des Titans du Tennessee. Ouais, ça avait mal commencé pour lui. Là. Toute la pression qu'on lui a mis sur les épaules lorsqu'on l'avait repêché, puis on avait échangé A.J. Brown par la suite. Puis bon, il n'a jamais été en mesure d'atteindre son plein potentiel. Là, on ne sait pas pendant combien de temps qu'il va être absent, blessure à la clavicule. Ça, généralement, ça nécessite une intervention chirurgicale, donc potentiellement une absence de plusieurs semaines. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix là, de lui appliquer, si ce n'est pas déjà fait, l'étiquette de flop au repêchage. Les Dolphins ont mis sous contrat les vétérans de mi-coin Jack Jones et Mike Hilton pour combler la perte de Artie Burns qui s'est blessé à un genou. Écoute, déjà, ça allait pas bien du côté des Dolphins. On trouvait que la tertiaire était suspecte, mais là, en plus, on fait une job de patchage. Là. On est comme les rues de Montréal. Ouais, puis sérieusement, en plus, oublie pas, là, t'as des joueurs dans le front de la défense, Jalen Phillips, Bradley Chubb, qui reviennent de graves blessures là, qui ont mis fin à leur saison 2024. Donc, moi, je l'ai dit, là, lorsqu'on a fait notre survol, notre avant-goût de la section Est de l'américaine, j'ai choisi Miami afin de terminer au dernier rang. Puis le fait qu'on vient de perdre un demi-coin partant, là, on est obligé d'aller chercher des joueurs autonomes, des joueurs qui sont sans emploi à ce temps-ci de l'année, pour jouer au niveau de notre tertiaire, comme tu l'as dit, qui en arrachait déjà, du moins, elle semblait être faible sur papier. Il n'y a rien qui augure bien là, du côté des Dolphins, personnellement, je crois. Là. Le receveur des Falcons, Darnell Mooney, s'est blessé à une épaule lors de la première journée du camp. Il va rater plusieurs semaines. Elle ouvre la porte à Kyle Pitts, Didier, pour avoir des ballons. Non. Mais bref, c'est vraiment quand même une lourde perte là, pour les Falcons. Oui, parce que Mooney,
et le receveur le plus explosif, du moins la saison dernière, il était le receveur le plus explosif du côté du groupe de receveurs de l'attaque là, des Falcons d'Atlanta. Alors, tu sais, il a gagné près de 1000 verges. Il avait son rôle au sein de cette attaque, là, afin d'étirer de façon verticale les tertiaires, les défenses adverses. Donc, on dit plusieurs semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va être absent pendant 2 semaines? OK, si c'est ça, il ne rattrapera le début de la saison, mais si c'est une absence qui est plus longue que ça, est-ce que ça va nous mener au début de la saison régulière? C'est ça qui est pas clair. Les Falcons n'ont pas donné beaucoup de détails. Mais Darnell Mooney, ça, c'est un joueur qui passe sous le radar au niveau de l'attaque des Falcons, mais il avait vraiment un rôle clé à jouer la saison dernière. On va sûrement voir davantage de Ray McLeod, là, qui est le receveur numéro 3 de cette attaque-là. Il y a un certain DJ Chark aussi qu'on a signé du côté des Falcons. C'est ton Ça jamais. complétait une équipe, DJ Shark. Non. À un moment donné, là, il y a quelqu'un d'autre qui doit donner de l'aide à Drake London. Là. Je ne suis que le messager, Didier. Hey, en parlant des Falcons, Didier, rapidement, est-ce que tu as vu ça sur les réseaux sociaux? Mathieu Bergeron qui a eu une prise de bec avec James Pierce. Ça a fait le tour. Vraiment, Mathieu, c'est un ancien joueur de hockey, là. Ça arrive durant le camp d'entraînement. Ça arrive, écoute, là, durant le camp d'entraînement, il fait chaud. Tu pratiques 2 fois par jour contre les mêmes personnes. Puis là, des fois, il y a des choses qui s'accumulent. Je sais pas si Pierce ça fait quelque chose de Mathieu ou c'est l'inverse. Peu importe, à un moment donné, t'en as assez. Fait que tu jettes les gants, comme on dit au hockey. Mathieu, c'est un ancien joueur de hockey. J'ai pas vu. As-tu vu des images? J'ai lu le texte, mais j'ai pas vu d'image. J'ai lu le texte, moi aussi. J'ai pas vu d'image. Ouais. La prise de bec. Escarmouche. Ouais. Mon argent est sur Mathieu Bergeron. Mon argent est sur la fierté de Victoriaville. Ça démontre aussi la volonté également et le sérieux des Falcons au camp cette année. Écoute, on a une chance là, de peut-être terminer au premier rang de notre section encore une fois. Puis je pense que démontrer du sérieux, de l'ardeur au travail, ça commence au camp d'entraînement. Puis c'était peut-être juste un exemple de ça, pris vraiment au pied de la lettre, on peut dire ça comme ça. Les Raiders ont libéré Christian Wilkins. Ça c'est intéressant. Ils refusent de lui payer les 35 millions de dollars garantis qu'ils lui doivent. Wilkins et l'association des joueurs vont en appel à cette décision. Didier, il faut dire que Wilkins est blessé à un pied, à une cheville, bref. Puis, on ne s'entend pas vraiment sur le diagnostic du côté des Raiders. Les Raiders lui ont demandé d'aller voir un médecin pour peut-être se faire opérer, puis Wilkins refuse. Donc, à la base, c'est ça le litige entre les deux clans. Là. Ouais, c'est vraiment bizarre comme situation, parce que je me souviens pas, je sais pas si toi tu te souviens d'une situation similaire, là, où une équipe essaie d'annuler qu'est-ce qui reste, le contrat restant. Un joueur qu'on a mis sous contrat, écoute, c'était durant la période des joueurs autonomes en 2024, là. Écoute, Wilkins, qui est un des meilleurs plaqueurs de toute la NFL, il a préparé seulement 5 matchs l'année dernière avec les Raiders avant de se blesser. Personnellement, j'ai jamais vu ça. J'en parlais même avec Pierre Vercheval lorsqu'on était à Calgary, puis cette nouvelle-là est sortie. Puis Pierre me dit que lui aussi, il se souvenait pas d'une situation pareille. Puis il y a un reporter qui couvre les Dolphins de Miami, l'ancienne équipe de Christian Wilkins. Puis lui, il disait que ça le surprend tout ça, parce qu'une des choses qu'on reproche à Wilkins, c'est qu'il n'aurait pas suivi les directives nécessaires pour sa remise en forme. Puis du côté de l'organisation de Las Vegas, on juge que sa progression devrait être plus avancée. Et puis, mais tout ça pour dire que le reporter qui a couvert Wilkins durant ses premières années dans la NFL à Miami, il dit, écoute, là, ça sonne pas comme Christian Wilkins. C'est un gars sérieux qui était à son affaire. Donc, en tout cas, c'est très bizarre tout ça. Wilkins va aller en appel de cette décision auprès de l'association des joueurs. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va arriver, mais c'est vraiment particulier comme histoire, cette affaire-là. Et du côté des Raiders, on a un nouveau régime également avec Pete Carroll, bref, au poste d'entraîneur-chef. Peut-être qu'on s'est dit on n'a pas le temps pour ces genres de niaiseries-là. Bref, on a préféré le libérer puis continuer d'aller de l'avant. Puis parce que aussi, il y a une question de masse salariale également. Christian Wilkins, on le paye cher en ce moment du côté des Raiders. Peut-être d'absorber également son contrat sur la masse salariale pour cette année, puis par la suite être libéré là, pour les prochaines saisons. Il y a un enjeu monétaire aussi également du côté des Raiders de Las Vegas. Bref, l'année dernière aussi, Christian Wilkins n'a pas joué beaucoup de matchs, puis il n'a pas connu à quoi on attendait ou ce qu'on a payé pour là, du côté des Raiders. Donc, il y a aussi ça aussi, là, peut-être vraiment recommencer à zéro avec
l'année prochaine avec davantage d'argent à dépenser. Là. Ça, Ouais. c'est une autre facette également du côté des Raiders. Ouais, écoute, on va voir qu'est-ce qui va arriver, mais il faut juste garder ça en tête. Tu sais, quand il y a des gens là qui, jusqu'à ce jour, critiquent les joueurs lorsque les joueurs font la grève ou veulent renégocier leur contrat, regardez, là, ça fait juste 1 an que Watkins a signé ce contrat-là avec les Raiders, puis les Raiders essaient de s'en débarrasser. On connaît pas les détails, mais quand même, les Raiders qui décident de ne pas respecter le contrat, du moins ils disent que Watkins n'a pas respecté le contrat, étant donné là, qu'il n'a pas fait tout en son pouvoir pour se remettre de cette blessure. On va voir qui dit vrai. Mais les équipes, là, les joueurs, pour eux, c'est juste du bétail. C'est ça la réalité. Là. Mhm. Combien de fois on voit des joueurs être libérés, les équipes, ils ne pensent pas à 2 fois. Donc moi, je suis toujours en faveur des joueurs qui tentent de maximiser leurs revenus, d'essayer de faire le plus d'argent possible durant leur carrière. Parce qu'une carrière au football, c'est vraiment, vraiment très court. C'est une business pour les propriétaires puis les dirigeants des équipes. Mhm. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Brian Daboll a annoncé que Russell Wilson est le quart arrière partant des Giants pour la semaine numéro 1. Je dirais cool, Didier, mais la question est pour combien de temps? Ben, c'est une bonne stratégie de la part de Daboll, parce que moi aussi, j'ai eu la même réaction que toi. J'étais comme, OK, bon, tant mieux. Tu sais, mais c'est une bonne stratégie, parce qu'au moins, il va pas se faire poser la question pendant tout le camp d'entraînement. OK? Ça, c'est une bonne chose de Mhm. la part de Daboll. Puis je pense vraiment que du côté de l'organisation des Giants, c'est ça le plan. C'est d'avoir Russell Wilson comme carrière partant. Parce n'oublie pas, là, Brian Daboll et Joe Shane, le DG, eux autres, là, c'est leur emploi là, qui est en jeu là, cette saison. Donc, si Russell Wilson joue mal, ben là, tu peux peut-être acheter du temps après ça. T'envoies Jackson Dart, qui va avoir gagné un peu d'expérience. Et, je sais pas, moi, c'est après 4-5 matchs, on décide de l'envoyer dans la mêlée, puis Russell Wilson joue mal. Donc, ça va donner du temps à Dart pour s'acclimater à la NFL. Puis là, si Dart te donne de l'espoir, s'il démontre des bonnes choses, ben là, des balls et Shane peuvent dire, ben regardez, là, vous voyez, là, on est en train de le développer. Là, peut-être qu'il pourrait mériter une prolongation de contrat. Là. Donc, c'est une bonne stratégie de la part de Brian Daboll. Pour qu'est-ce que je viens de dire. Et en plus de ça, ben là, les journalistes vont pas lui demander à tous les jours qui va être le carrière partant. Idéal pour les Giants, pour Jackson Dart, ce serait qu'il ne joue pas de l'année, si tu veux mon avis, là, qu'il passe une année sur le banc derrière Winston, derrière Wilson. Mais je pense que c'est pas ça qui va arriver parce qu'on va perdre des matchs, puis on va se dire, ah, on envoie-tu le jeune, voir ce qu'il a dans le ventre, prendre de l'expérience. Donc, moi, je pense qu'on va voir Jackson Dart. Je te dirais même peut-être, si j'essaie de faire une prédiction, avant la semaine numéro 7, là, selon moi, c'est mon avis. Ah, c'est fort possible. Écoute, regarde les carrières qui ont été repêchées en première ronde lors des dernières années. Ils finissent tous par avoir du temps de jeu lors de leur saison recrue. Même si au mois d'avril, quand ils sont repêchés, on dit, ah, ce joueur-là, ce carrière-là aurait besoin de passer une année sur le banc. Non. Ils se retrouvent tout le temps à jouer, quoi, peut-être rendu à la semaine 4, 5 ou 6, peu importe. Donc, ouais, je peux être certain que la même chose va arriver à Jackson Dart. Ça a été bénéfique là, pour des carrières de passer des années sur le banc. On pense à Patrick Mahomes, on pense à Jordan Love qui a été longtemps sur le banc. Bref, ça peut être bénéfique pour des jeunes J'ai, corps, là, mais oui. Non, j'allais dire, j'ai jamais vu la carrière d'un carrière être dérouté parce qu'il a passé une saison sur le banc. Mais la seule chose, c'est que maintenant, il n'y a plus de patience. Là. Comme je l'ai dit, dans Mhm. le cas des Giants, l'emploi du DG, de l'entraîneur-chef sont en jeu. Puis là, ils ne peuvent pas continuer de perdre. Puis là, tu as les partisans. Si Russell Wilson joue mal, ben là, c'est sûr qu'ils vont dire, ben là, pourquoi Jackson Dart ne joue pas? Donc, il y a beaucoup de pression, tu sais, de l'externe et à l'interne, à l'intérieur des organisations également. Le maraudeur Tyrann Mathieu a annoncé sa retraite la semaine dernière. Tyrann Mathieu, vraiment, il a vraiment marqué la NFL, là, le Honey Badger qu'on l'appelait, son surnom. Oui. Champion de Super Bowl là, avec les Chiefs, justement, aussi également. Donc, ça a été vraiment... il a représenté quoi pour toi, le Tyrann Mathieu? Ben, écoute, moi, je remonte à l'époque lorsqu'il jouait à LSU. C'est là qu'il avait commencé à avoir son surnom de Honey Badger. Puis une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que lors de sa dernière année à LSU, en fait, il avait été suspendu. OK, il avait échoué à des tests pour de la marijuana. Puis là, il avait été suspendu pendant toute l'année. Puis on se dit, waouh, quel talent gaspillé. Il est en train de ruiner sa vie. Ben, il est en mesure de se replacer, Tyrann Mathieu. Puis il n'a jamais eu de problème une fois arrivé dans la NFL. Moi, c'est ce que je retiens de la part de lui. Non seulement il était tout un joueur, tout un maraudeur qui faisait des jeux, interceptions, provoquait des échappées. Il y a des matchs où il était partout sur le terrain. Mais le fait
qu'il a été suspendu lors de sa dernière année à LSU. Tu sais, on parlait de lui comme un finaliste potentiel au trophée Heisman. Puis il a raté tout ça, puis malgré tout, il a été en mesure de se replacer, puis de connaître vraiment une belle carrière. Pas juste ça, mais dans toutes les villes où il a joué, là, que ce soit à Kansas City, que ce soit en Arizona, il a commencé sa carrière. Il a eu un impact dans la communauté. Alors, comme quoi, tu sais, il ne faut pas décrocher nécessairement là, sur certains jeunes qui commettent des erreurs, mais justement, ils sont jeunes. Donc, ils ont le temps d'apprendre de ces erreurs-là et de se replacer. Puis, c'est ce que Tyrann Mathieu a fait. Donc, chapeau pour une brillante carrière qui, à un certain moment donné, ben, semblait être ruinée. C'est un peu un des précurseurs là, des joueurs un peu hybrides là, qu'on voit de plus en plus. Les Micah Parsons, là, maintenant, on s'inspire, il est-tu secondaire, il est-tu chasseur de corps, bref. Tyrann Mathieu, c'était un peu ça aussi. Là. C'était vraiment un joueur qui jouait de multiples positions, qui était partout sur le terrain, tu viens de le dire. C'est un peu, je dis pas le précurseur, mais on voyait pas beaucoup ça lorsqu'il est arrivé dans le circuit. Puis bref, c'est une tendance là, qui s'est développée. Il y a peut-être quelque chose là-dedans, là, dans Tyrann Mathieu, qui a incité les équipes à peut-être regarder une défense, de jouer des joueurs défensifs d'une manière différente, je peux m'exprimer ainsi. Là. Ouais, ben la flexibilité, la polyvalence maintenant, c'est quelque chose qui est recherché là, du côté des équipes de la NFL afin de garder les mêmes joueurs sur le terrain, même s'il y a du changement de personnel du côté de l'attaque. Ben là, si tu as des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs positions, ben, tu n'es pas obligé d'aller de changement de personnel là, du côté de la défense. C'est la même chose du côté des attaques aussi, d'une certaine façon. Tu sais, lorsque tu as un joueur comme Christian McCaffrey, ben, il peut être dans le champ arrière, puis le jeu suivant, il peut être à la position de demi-inséré. Donc ça a une très grande valeur. Puis effectivement, là, maintenant, on voit ça partout à travers toutes les équipes de la NFL ou à peu près. Les mauvaises langues diront qu'il est peut-être mieux de prendre sa retraite que de jouer pour les Saints, mais bref, c'est une brillante carrière, Tyrann Mathieu, qu'il a connu. C'est C'est pas vraiment. mauvaise chose de quitter les Saints en 2025. Non, non. Et finalement, les Packers ont reçu 432,6 millions de dollars en partage de revenus, ce qui veut dire que la NFL a fait 13,8 milliards de dollars en revenus la saison dernière. Ben écoute, je suis pas surpris d'entendre ça, Didier. On est vraiment, la NFL, là, ça fonctionne à plein régime. On est une machine à imprimer des billets, là. Ouais, on a les chiffres, là. Ça, c'est la beauté de la chose. Étant donné que les Packers appartiennent à la communauté, ben, ils n'ont pas le choix que d'ouvrir leurs livres, là. C'est pas une équipe, une entreprise privée comme les autres équipes de la NFL. Donc, c'est ça, 432,6 millions de dollars en partage de revenus. Ça, c'est les 32 équipes ont reçu le même chèque, le même montant d'argent. Puis ça, encore une fois, c'est sans même avoir vendu un billet, on n'a vendu aucun produit dérivé, on n'a vendu aucun hot dog, rien de ça, aucune bière, puis on a déjà 432 millions de dollars en poche du côté des 32 équipes de la NFL. Ça va juste continuer, les revenus vont juste continuer parce qu'au niveau de la télé, les droits des événements sportifs, c'est en hausse. Puis ça va continuer de monter parce que maintenant, le seul rendez-vous à la télévision sont les événements sportifs en direct. Il n'y a plus beaucoup d'émissions qu'on écoute en direct. Tu sais, l'époque où tu regardais un sitcom ou un roman, une série dramatique, le jeudi soir à telle heure, c'est terminé. Tu écoutes ça quand tu veux, avec le streaming et tout. Donc, les seuls rendez-vous qui restent en direct, ce sont les événements sportifs, là, régulièrement. Alors, du côté de la NFL, ça va juste continuer de monter. La NFL, tu sais, on en parle souvent dans le cadre du podcast. On tente de devenir un sport international avec le flag football. L'argent va continuer de rentrer, Marc-André. La NFL, éventuellement, va imprimer sa propre argent, ça continue. Avec une face de Roger Goodell sur les billets. Non, mais écoute, ça conclut notre tour d'horizon des actualités dans la NFL, Didier. Donc, voilà. Ben oui, on va se tourner du côté du fantasy football avec ta chronique hebdomadaire. Puis aujourd'hui, tu vas nous parler des joueurs qui, selon toi, seront en mesure de rebondir, de joueurs qui n'ont pas nécessairement livré la marchandise en 2024. Je vais commencer par le quart des 49ers de San Francisco, Brock Purdy. Didier qui a signé un nouveau contrat de 5 ans d'une valeur de 265 millions de dollars, donc 182 millions sont garantis, c'est quand même pas rien. L'année dernière, Didier, quart numéro 14 en seulement 15 matchs. C'est pas ce qu'on croyait que Brock Purdy allait livrer comme performance au niveau fantasy. Il avait été le quart numéro 6 en 2023. À quoi on peut attribuer ça, cette contre-performance? Ben, on peut parler des blessures l'année dernière chez les Niners, évidemment.
Christian McCaffrey, Brendan Ayuk, Deebo Samuel également qui a raté des matchs. J'ai bien hâte de voir cette année comment tout ça vraiment va évoluer parce que Ayuk est toujours blessé. McCaffrey revient. Je pense que ça va donner vraiment un sérieux coup de main à Deebo, à Brock Purdy. Ensuite, bon, Jauan Jennings, je trouve que c'est un receveur qui est quand même assez efficace également. Et ce qui m'a étonné, Didier, c'est que sa performance au sol, ça a été vraiment 323 verges la saison dernière et 5 touchés. Donc, il y a vraiment un petit potentiel d'aller chercher des points fantasy au sol également pour Brock Purdy. Et je trouve également que la défense est peut-être en régression, c'est mon avis, du côté des 49ers. Donc ça va peut-être permettre à Brock Purdy de tirer aux Niners de tirer de l'arrière plus régulièrement, puis de passer davantage le ballon lors des matchs. Donc ça peut amener plus de points fantasy du côté de Brock Purdy. Il est le quart numéro 11 en ce moment au niveau fantasy. Dans une ligue à 12 équipes, il est en fin de repêchage. C'est un choix de fin de 9e ronde, début de 2e ronde. Il ne coûte pas grand-chose. Puis je pense que c'est un quart talentueux qui en a encore à donner. Je pense que quart numéro 14, c'était vraiment une saison décevante pour lui. Je pense qu'il peut assurément intégrer le top 10 en 2020. Ouais, position de receveur de passe du côté des 49ers m'inquiète un peu, là, pour les raisons que tu viens de mentionner. Brendan Ayuk, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va être en mesure de commencer à s'entraîner. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Là. Si Purdy sera en mesure de rebondir, parce qu'il va avoir besoin d'aide, là, même si on l'a récompensé avec une grosse prolongation de contrat, mais qui va lancer le ballon? Là? Kettles est là et tout, mais j'ai hâte de voir ça. Je trouve ça un peu inquiétant du côté des Niners. Bref, on verra bien. Maintenant, Dak Prescott, carrière partant des Cowboys de Dallas. Est-ce qu'il va pouvoir rester en santé d'abord et avant tout? Moi, c'est ma première question concernant Dak. C'est un peu un thème des joueurs qui devraient ou qui peuvent rebondir dans ma chronique, vous allez voir. Est-ce qu'il peut demeurer en santé? Parce que Dak Prescott n'a jamais terminé hors du top 10 à la position de carrière s'il joue 16 matchs. Maintenant, combien de matchs il va jouer en 2025? C'est la grande question. L'année dernière, il s'est blessé lors de la semaine numéro 9. Il était également le quart numéro 18. Ça n'avait pas été facile. C'était un début de saison quand même chancelant entre les semaines 1 et 8. Moyenne seulement de 16 points par match. C'est un plancher honnête sans plus. Il arrive à 32 ans, Dak Prescott. C'est plus un joueur non plus, un carrière qui est mobile avec le ballon. On sait, ça fait quelques années qu'il a enlevé ça un peu de son jeu à cause que justement, il a reçu plusieurs blessures aux jambes au cours de sa carrière. Il ne faut pas oublier Didier qui était le quart numéro 4 en 2023. Je me souviens d'une fin de saison avec CeeDee Lamb, là, cette connexion-là, cette chimie-là, opérait à plein régime en 2023. Je pense encore qu'on a un bon duo de receveurs du côté des Cowboys cette année avec l'acquisition, l'arrivée de George Pickens. Je pense que le duo Pickens-Lamb, ça peut être intéressant. On vient tout juste de faire signer une prolongation de contrat à Jake Ferguson, qui a vraiment lui aussi connu une saison décevante l'année dernière. Je m'attends à ce qu'il rebondisse également. Donc ça, c'est intéressant. Et on a un champ arrière, Didier, qui laisse, selon moi, à désirer. Donc d'après moi, on va passer vraiment énormément le ballon du côté des Cowboys de Dallas. Donc ça, c'est intéressant. On a investi également au niveau de la ligne à l'attaque. On l'a repêché. Ça fait quelques années qu'on repêche des joueurs de ligne en première ronde du côté des Cowboys. Donc, également pour aider à Dak Prescott. Il est le quart numéro 12 en ce moment au niveau fantasy. Je trouve que c'est une excellente valeur. C'est sûr qu'il vient avec sa part de risque. Est-ce qu'il peut demeurer en santé, Dak Prescott? Mais s'il est en santé, il va fracasser vraiment ce rang-là ou à la position de carrière, c'est sûr. Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire concernant Dak Prescott et les Cowboys, mais je vais garder ça pour notre épisode là, qui va être mis en ligne jeudi. Notre avant-goût, notre survol de la section S de l'Association nationale. Ouais, en tout cas, je vais garder ça pour cet épisode-là, mais j'ai bien hâte de voir ça du côté des Cowboys. Maintenant, Kenneth Walker, demi à l'attaque des Seahawks de Seattle, tellement talentueux, Kenneth Walker, un ancien Michigan State. Mais comme tu as dit tout à l'heure, ouais, effectivement, il y a certains de tes joueurs dont tu nous parles aujourd'hui qui, eux, ben, c'est une question, est-ce qu'ils peuvent rester en santé? Dans le cas de Kenneth Walker, je suis obligé de dire non, parce que depuis le début de sa carrière, constamment, il rate des matchs en raison de blessures. Et je le voyais encore là, au camp d'entraînement sur les réseaux sociaux, là, faire des feintes dans les tranchées là, au ralenti. Il avait l'air bon. Ken Walker, c'est épouvantable. Il est talentueux, comme tu l'as dit, Didier, mais encore là, peut-il rester en santé? C'est la grande question pour Ken Walker. Mike McDonald, l'entraîneur-chef, a dit qu'il est à 100% en ce moment pour amorcer le camp.
Elle était quand même limitée lors des mini-camps, donc on ne sait jamais du côté de Ken Walker, mais il a pris du muscle également. Je ne sais pas si tu as vu des photos récentes. C'est rendu une solide pièce d'homme en ce moment, Kenneth Walker. Je ne sais pas si ça peut l'aider à demeurer en santé. En 11 matchs complets l'année dernière, il a terminé. Il avait en moyenne 17 points fantasy par match. C'était bon pour le porteur de ballon numéro 8 au niveau fantasy. Et également, il avait été utilisé dans le jeu aérien. Ça a été quelque chose qui m'a... Lorsque j'ai fait mes recherches, ça a été quelque chose qui m'a surpris. Moyenne de près de 5 ballons par match en 2024. Il en avait seulement 2,2 lors des 2 dernières années. Donc, on l'utilisait en situation de passe. Donc, lors des 3 essais, peut-être faire reculer également dans les classements fantasy Zach Charbonnet si on se dit que Ken Walker est utilisé sur les 3 essais lors des matchs. Il est le porteur de ballon numéro 15 en ce moment. C'est un choix de fin de 3e ronde. C'est un porteur de ballon qui est encore là. S'il demeure en santé, s'il joue tous les matchs, il va fracasser ce rang-là. Il va, selon moi, intégrer le top 10 assez aisément. Il peut même terminer plus haut que ça, si vous voulez mon avis, mais encore là, les blessures, Didier, de quel côté qu'on est, ça vient avec sa barre de risque, mais Ken Walker, juste mettre en lumière son talent, il est talentueux, il est explosif lorsqu'il est sur le terrain. Beaucoup de si pour Kenneth Walker. Ouais. Maintenant, Marvin Harrison, là, ça va être sa 2e année. Marvin Harrison fils, je devrais dire. Alors, receveur de passe des Cardinals d'Arizona, il y avait tellement d'attentes envers lui la saison dernière. Je pense qu'il y en avait peut-être trop, là, c'était démesuré. Finalement, ça a été une saison décevante, là, il faut le dire. Je sais pas si tu as vu des photos de lui récemment, Didier, il a mangé ses légumes pendant l'entre-saison. Il a ajouté de la charpente, du muscle à sa charpente. Je les ai vus, Marc-André, les photos, mais je me dis, c'est un receveur de passe. Est-ce que ça t'aide à mieux courir tes tracés de passe, à battre la couverture des demi de coin? C'est bien beau, là. Oui, OK, on dirait qu'il a gagné une vingtaine de livres de muscles ou à peu près, mais comme receveur de passe, moi, c'est pas ça que je veux voir. Là. En tout cas, ça m'indique pas qu'il va connaître une bonne saison, le fait qu'il a l'air de culturiste ou à peu près. Non. Il est passé de 209 à 220 livres. Je vais te dire pourquoi, Didier. Selon PFF, Pro Football Focus, l'année dernière, il a seulement forcé un plaqué raté en 2024. Fait que lui, il s'est dit, je suis pas assez fort. C'est un peu la raison pourquoi il a ajouté du muscle à sa charpente. C'est quand même notable là, comme décision pour Marvin Harrison Jr. Il prend ça visiblement au sérieux. Ciblé 116 fois l'année dernière par Kyler Murray ou les quarts des Cardinals de l'Arizona. C'était bon pour le 19e rang dans la NFL. Il y en avait seulement 71 attrapables. Donc, on a vraiment eu un problème plus de précision dans son cas pour Marvin Harrison. Il a été ciblé 18 fois dans la zone début. C'était bon pour le 2e rang dans la NFL, derrière Jamar Chase. Donc, ça aussi, c'est intéressant. S'il y a le même genre d'utilisation dans la zone début, on peut présumer qu'il va augmenter sa production fantasy. On ne peut pas oublier que c'est un choix également de 2e ronde l'année dernière dans vos pools fantasy. On a payé cher Marvin Harrison pour ce qu'il a donné. Il n'a rien donné. Cette année, il est le receveur numéro 39. Donc, on parle ici d'un... Non, en fait, il a terminé au receveur numéro 39. Il est le receveur numéro 18 en 2025. Pour moi, ça peut s'avérer une aubaine, Marvin Harrison. Tout le monde, il était sur toutes les lèvres la saison dernière. Je pense juste qu'il peut livrer la marchandise à sa 2e saison. Ça arrive des fois que des receveurs aussi talentueux ne livrent pas la marchandise ou ne répondent pas aux attentes lors de leur saison recrue, puis qu'on voit vraiment l'éclosion lors de la 2e année. Je pense que Marvin Harrison, c'est un excellent pari à prendre. Là. Puis on parle de receveur numéro 18, on parle d'un choix de 4e ronde en ce moment dans vos pools fantasy. C'est quand même, moi je trouve que c'est une belle aubaine. Question de savoir, est-ce que Kyler Murray sera en mesure de lui remettre le ballon, de le repérer? Je ne suis pas certain que Kyler Murray est le bon carrière pour Marvin Harrison. Maintenant, on va aller du côté, j'allais dire, de Seattle. Non, c'est pas vrai, c'est du côté de Pittsburgh, puisqu'on va parler de DK Metcalf, qui a été échangé des Seahawks aux Steelers, on s'en rappelle bien sûr, durant la saison morte. L'année dernière, DK Metcalf a obtenu moins de 200 points fantasy pour la première fois depuis 2019. Ça, c'était sa saison recrue en 2019. Maintenant, avec Aaron Rodgers, on dit déjà au camp des Steelers, on dit qu'il y a une belle chimie qui s'est installée entre Aaron Rodgers et DK Metcalf. Moi, je prends ça quand même avec un grain de sel en ce moment. On est à une semaine seulement du camp d'entraînement. Mais on peut toutefois dire que Aaron Rodgers, l'année dernière, ou en fait dans sa carrière, il cible ses premières lectures 68% du temps. Et je pense qu'en ce moment, DK Metcalf est la première lecture sur à peu près tous les jeux d'Aaron Rodgers. Il est le seul receveur. Il est incontestablement le receveur numéro 1 des Steelers.
Le receveur numéro 1, Aaron Rodgers, a été ciblé plus de 10 fois par match. Une moyenne de 17 points fantasy par match la saison dernière. Donc, comme je l'ai dit, Aaron Rodgers, il regarde son receveur numéro 1 à outrance. Évidemment, les mauvaises langues ou les gens vont... Le contre-argument ici, c'est de me dire que Arthur Smith, souvent, ses attaques sont basées au sol, mais on voit, sont basées, pardon, sur l'attaque au sol, mais on voit déjà un changement de philosophie à prévoir là, du côté des Steelers. On dit chez les Steelers qu'on n'a pas embauché Rodgers, Metcalf ou Jonnu Smith pour courir avec le ballon. Donc, je pense qu'on va essayer de passer davantage. Maintenant, est-ce que ce sera des passes, des belles passes? Est-ce que ça sera efficace? Ça reste à voir. Mais il est le receveur numéro 22 en ce moment, donc 4e, 5e round également pour DK Metcalf. Je pense qu'il a tous les atouts pour rebondir. Je vais m'exprimer ainsi. Ouais, moi j'ai hâte de voir ça, l'attaque des Steelers, parce que je me dis, ça prendra un autre receveur de passe. Parce que moi, si j'affronte des Steelers, c'est sûr, je vais doubler DK Metcalf. Parce que ça veut dire que c'est Jonnu Smith qui devient réellement ta deuxième option au niveau du jeu aérien. On dirait que oui, là, parce que Calvin Austin, il a vraiment un petit gabarit. Bon, il y a Roman Wilson, un ancien des Wolverines de Michigan, receveur de deuxième année, mais lui aussi, il a un petit gabarit également. Donc, j'ai hâte de voir ça, comment ça va se développer du côté des Steelers. Aussi même, ils vont pas essayer de compléter une autre transaction, pourquoi pas? Hein? Ils ont été très actifs durant la saison morte afin d'amener un autre receveur d'ici la fin du camp d'entraînement. Mettons, on va aller du côté des Vikings du Minnesota. TJ Hawkinson, ailier rapproché, tu crois qu'il pourrait rebondir cette année après sa saison qui a été... il a été ennuyé par une blessure. Là. C'est vraiment ça là, qui lui a nuit l'année dernière. D'autant plus avec les nouvelles récentes. Justin Jefferson, des blessures aux ischio-jambiers. On dit que c'est pas trop grave, qu'il ne raterait pas de match en début de saison. Il y a Jordan Addison également qui attend une possible suspension pour, Ouais. pour une histoire de conduite avec des facultés affaiblies. Donc ça pourrait ouvrir la porte à TJ Hawkinson qui a été limité à 10 matchs en 2024, 455 verges seulement. Et à 28 ans, dans la fleur de l'âge, pour un ailier rapproché, 28 ans, c'est pas si vieux que ça. On peut voir des ailiers rapprochés vraiment éclats sur le tard à cette position-là. Donc, ça ne m'inquiète pas trop. 45,5 verges par match l'année dernière en moyenne. C'était bon pour le 8e rang à la position d'ailier rapproché. Il ne faut pas oublier qu'en 2023, je vous ramène en 2023, 14,6 points par match en PPR. C'est l'ailier rapproché numéro 2 au niveau fantasy. On est à une saison d'un top 3 à la position. Comme je le disais, il y a des suspensions peut-être à venir à Addison, le cas de Justin Jefferson. Bref, on va se trouver des cibles. JJ McCarthy, corps recru. On vise parfois là, notre dépanneur assez facilement lorsqu'on est dans le pétrin. Donc, ça peut peut-être aider également la production de TJ Hawkinson. Il est rapproché numéro 6 au niveau fantasy en ce moment. Je pense qu'il est talentueux. Je pense qu'il peut intégrer le top 5 là, dans des bonnes conditions. Puis je pense qu'en ce moment, chez les Vikings, on compte sur l'apport là, de TJ Hawkinson. Puis je pense que c'est juste de bon augure au niveau fantasy. Ouais, Hawkinson, écoute, sorti il est en santé, c'est un des meilleurs ailiers rapprochés de la NFL, alors il n'y a aucun doute. Moi, je pense qu'il va rebondir là, définitivement cette année. Mais toutefois, il y a un mais. JJ McCarthy, je ne sais pas si tu as lu certains commentaires des vétérans depuis le début du camp d'entraînement. Puis dans le cas de McCarthy, les vétérans sont comme ah oui, il progresse. L'expression lorsque j'ai lu disait he's a work in progress. Comme quoi que ça va pas aussi vite qu'on le souhaiterait là, du côté des vétérans. Ça va être à surveiller. Il ne faut pas oublier, J.J. McCarthy, il passait pas le ballon énormément lorsqu'il jouait à Michigan aussi. Souviens-toi, à l'attaque de Jim Harbaugh, on misait énormément sur le jeu au sol. Il a des bons atouts physiques, il est mobile, il a un bon bras puissant, mais ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. L'année dernière, il a raté la saison au complet. Là, c'est sa première année comme carrière partant dans la NFL. C'est pas nécessairement une recette pour du succès là, quand ça fait 2 ans que tu n'as pas joué à la position de carrière puis tu reviens d'une grave blessure. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète pour les Vikings et pour TJ Hawkinson en termes de fantasy football aussi. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi. Mais j'ai été d'ailleurs surpris au repêchage, je me souviens où il n'était pas disponible, là, mais de voir JJ McCarthy, c'est pas vraiment le type de Kevin O'Connell, à mon avis. Il cherche plus des quarts de pochette qui peuvent penser. Ça aurait été plus de. Kevin O'Connell, il était plus de type, selon moi, Michael Penix, c'est mon avis. Je sais bien qu'il n'était pas disponible, là, mais dans le sens que JJ McCarthy, ça m'a surpris parce que, comme tu l'as dit, le volume n'était pas vraiment présent là, dans les rangs universitaires.
Mais c'est intriguant, J.J. McCarthy, c'est mon avis. Pour moi, écoute, en ce moment, je te dirais que j'aime la possibilité de mettre J.J. McCarthy sur mon banc, mais avec toutes les nouvelles qui sortent en ce moment chez les Vikings, avec Jefferson, avec Addison, je me dis que la transition elle sera peut-être pas aussi facile que les gens puissent l'imaginer. Donc, écoute, j'ai hâte de voir, j'ai hâte. Écoute, c'est pour ça qu'on a un mois de camp, c'est parfait là, parce qu'on va pouvoir vraiment surveiller la situation. Mais je pense que c'est un gars qui est talentueux, McCarthy, en bout de ligne. Puis je pense que c'est ça. Kevin O'Connell a fait de la magie. Moi, je me base sur les dirigeants en place. Si Josh Dobbs et Nick Mullins peuvent être productifs au niveau fantasy, je vois pas pourquoi J.J. McCarthy ne le serait pas. Oui, en tout cas, on va voir, on va voir. Mais jusqu'à présent, les camps d'entraînement ont juste commencé la semaine dernière. C'est pas très, très encourageant, qu'est-ce que j'ai lu, mais écoute, on va pas partir en peur après seulement une semaine de camp d'entraînement dans le cadre de J.J. McCarthy. Ben écoute, Marc-André, on a fait le tour. Je te remercie pour ta contribution pour cet épisode du podcast. On vous rappelle qu'on aura un deuxième épisode du podcast cette semaine pour vous, étant donné qu'on continue de faire notre survol des divisions à travers la NFL. Cette semaine, jeudi, on mettra en ligne un épisode consacré à la section Est de la NFC, les Eagles, les Cowboys, les Commanders, et oui, même les Giants. On va parler des Giants en long et en large. Alors, j'espère que cet épisode du podcast Sac du Cœur vous a plu et on vous reparle la semaine prochaine.